Donc ce livre, ça fait longtemps que tu m'en avais parlé de l'histoire donc du LSD, de cette espèce de théorie de la conspiration qu'il y a autour, de la CIA. Et ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment tu t'éloignes de ça pour dire ah tiens, je vais me servir de cette histoire-là, abandonner un peu le récit de vraiment l'histoire de Pont Saint-Esprit et toutes les manœuvres de la CIA autour de ça, pour faire un peu l'histoire des années 60-70, mais bien plus vaste que juste... à quel moment est-ce que le livre bascule dans ta tête, quoi, où tu te dis, tiens, il faut que j'ouvre ça au sexe, à la contre-culture est-ce où le projet était déjà comme ça? Je sais qu'au début, voilà, il y avait un projet, et je sais qu'on en avait parlé, et quand je t'avais raconté un peu où j'en étais, donc je t'avais expliqué l'affaire du pain maudit, le LSD, etc. Et après je t'avais raconté ce que j'avais commencé à écrire. Et en te le racontant, tu m'avais fait remarquer quand même que je ne parlais pas du LSD avant la page 150. Donc je me suis dit en fait c'était pas bien de retarder, de parler trop du LSD, et qu'effectivement il fallait commencer par ça, pour camper une bonne fois pour toutes les choses, et pour donner un système d'écriture où on comprendrait qu'on allait s'en éloigner. Donc de toute façon j'avais ce projet d'essayer de couvrir 20 ans d'histoire. Alors, quand on dit couvrir 20 ans d'histoire, c'est pas donner un cours, c'est pas raconter parce que ça n'a aucun sens, c'est absolument impossible. C'est prendre comme ça des petites lumières ou des zones d'ombre et puis passer à travers, puisque voilà, le livre c'est les personnages justement qui comprennent pas trop ce qui se passe. Donc le but c'est pas non plus d'éclairer, c'est de garder un peu leur point de vue obscur. Donc oui, en fait j'avais des images comme ça, je voulais faire effectivement raconter peut-être l'histoire de conspiration, de CIA, mais je voulais surtout qu'en fait le livre travaille lui-même par motif et que les choses s'engendrent elles-mêmes. C'est-à-dire que effectivement, puisque j'allais parler de la fin des années 60, j'allais parler de révolution sexuelle éventuellement, mais il fallait que ça vienne d'ailleurs. Et par exemple, il y a le motif comme ça de la poupée gonflable. Mais il vient, voilà, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que la poupée gonflable, elle avait été utilisée par exemple dans des sous-marins, des choses comme ça. Donc à partir de là, je me sers des sous-marins. Et quand je commence à décrire les sous-marins, je trouve ça proche d'une description de rituels religieux avec les choses. Donc ça me ramène au personnage principal. Donc au bout d'un moment, le livre essaye quand même d'échapper, on va dire, à son projet. Pour pas que, voilà, ne serait-ce que dans l'écriture, on a juste un plan et on écrit tout, et en fait on a l'impression que le livre est écrit à l'avance et qu'il suffit de remplir les cases, ce qui est vraiment le cas de figure le plus ennuyeux pour un écrivain qui sait ce qu'il fait et puis voilà, il remplit les chapitres. Donc après on laisse plutôt fonctionner, tournoyer, déraper des motifs pour qu'au bout d'un moment finalement tout devienne, enfin que tout devienne métaphore, mais en tout cas que les métaphores s'imbriquent et fonctionnent les unes dans les autres, que le LSD ne soit plus que le LSD, mais peut-être une façon d'écrire, voilà, c'est-à-dire de façon d'écrire des états confus mais de façon précise et que tout résonne. Mais ça c'est dans l'écriture, on découvre. Ça te fait rire Mathieu, mais t'as qu'à sortir. Non, c'est en fait j'étais en train de penser aux effets du LSD quand tu disais ça. Non, t'es en train de penser qu'il va te poser la même question après. J'étais pas sûr d'avoir une vision des étapes très très précises. Je me rappellerai. Et voilà, donc j'ai répondu à ta question Mathias. Ouais, très bien. Est-ce que tu peux poser la même Pas tout à fait la même, mais justement pour ces questions de sujet de dépassement, je sais que le motif justement du livre, qui est cette chute, cet acharnement des corps dans l'écrasement, tu l'as vu dans un journal, c'est une anecdote en Bretagne si je me souviens bien. En Vendée, chez toi. Voilà, proche de chez moi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment est-ce que tu l'as raccroché au discours politique? Pourquoi est-ce que c'était un projet qui était déjà là, d'écrire sur le politique, et quand tu as vu ça, tu t'es dit comment est-ce que les deux choses se sont télescopées pour finir dans un livre? Oui et non, c'est-à-dire qu'écrire sur le politique et le constat d'abord que, comme tu le sais, que la figure de la plume n'avait pas été, du speechwriter n'avait pas été décrite, évoquée en littérature, oui ça me donnait envie de le faire. C'est vrai, je parle pas assez fort. Enfin, ça on me le dit toujours. Ça c'est l'âge. Mais non, en fait, j'avais lu donc dans un, je crois que c'est dans Libé, l'anecdote initiale met en scène un couple de paysans qui trouve effectivement régulièrement au fond de son jardin, donc traversé par un viaduc, des corps
avec évidemment le mystère que ça représente. Et donc ils vivent dans une espèce d'angoisse comme ça, et de face à face évidemment avec leur propre mort. Quotidiennement, ils ont peur de trouver une nouvelle personne écrasée. Alors ils ont demandé à la mairie de faire quelque chose, de mettre des barrières, des choses comme ça, d'interdire l'accès au viaduc, etc. La mairie dit bah non. Et les gens ont bien le droit d'y aller. Et en plus, dans la vraie histoire, ce truc de saut à l'élastique, parce que ça n'a pas été dit, mais le viaduc est exploité par une société de saut à l'élastique, qui est la première forme d'emmerdement en fait que subit le narrateur au pied de son viaduc. C'est ces sauteurs. Hein. Ils sont finalement, dans sa tête, beaucoup plus chiants que les suicidés, parce que les suicidés, une fois qu'ils sont tombés, on les ramasse, on ne parle plus. Tandis que les autres, en plus, ils pendouillent, ils restent là. Donc c'est beaucoup plus emmerdant pour lui. Et donc ça appartient à l'anecdote initiale. Et alors après, la connexion avec le politique, elle se fait sur une question de langage. Je voulais aussi écrire, donc, comme je te disais, sur les speechwriters, parce que ce poste-là et cette manière de faire disparaître la parole derrière l'incarnation d'un autre m'intéressait beaucoup. Et je trouvais que la mise en place de ce rapport à un langage, tu aimes bien quand je dis le cri des corps muets, c'est un truc qui m'a échappé, bon, on a nos faiblesses. Hein. J'aime beaucoup le cri de ces corps muets, je trouve ça. J'ai dit ça dans une rencontre, mais en fait, maintenant je le soutiens. Donc en fait, ce cri des corps muets, qui vient à la fois se confronter, à choper presque on pourrait dire, dans une espèce de chant contre chant assez brusque, avec la pratique que lui a du discours politique, à savoir ce langage ultra articulé, qui a une efficace très pensée, très rigoureuse, avec une rhétorique très précise, comme vous le savez. Donc en fait, la connexion, si tu veux, elle se joue dans cette espèce de hiatus qu'on pourrait visualiser dans le livre par le parc, finalement. C'est pour ça que le jardinier est important, parce que c'est celui qui transite et qui circule dans le parc, entre ce qui se passe au fond du jardin, c'est-à-dire ces corps muets qui crient. Et, je te rappelle d'ailleurs, dans une première version, quand tu en parlais, tu n'avais pas dit le cri des corps muets, mais le cri des corps mourants. Et au bout d'un moment, tu t'es aperçu qu'en fait, c'était pas une bonne idée. Non, ça me marchait pas. Tu te rappelles pas. Ouais, et du coup, tu vois, j'ai changé d'oiseau, j'ai mis des chauves-souris à un moment. Et donc voilà. J'ai fini. Ça ne tombe pas. Oui, ce sont des mammifères. Oui. As-tu une question pour Flaro? Oui, non, mais en même temps, tu as commencé à y répondre, mais pas tout à fait. Alors, je vais quand même te la poser et te demander de déplier ça, parce que c'est à propos de l'articulation avec Cosmos, et Hugues l'a évoqué un tout petit peu aussi. Tu l'as dit, dans l'ambition de raconter 20 ans. 20 ans d'histoire quasi contemporaine. Et tu as procédé de manière un peu différente, puisque tu n'as pas pris un objet de la culture connu, on va dire, et même ultra connu et très populaire, bien plus connu d'ailleurs aux États-Unis qu'ici, à savoir le Magicien d'Oz, que tu avais distribué dans différentes périodes et dans différents lieux de l'histoire. Là, tu passais par un autre biais. Mais je voulais savoir comment toi, tu articulais les deux. Est-ce que tu as vraiment l'impression d'avoir continué à raconter la même histoire, ou est-ce qu'il y a un hiatus vraiment entre les deux? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait deux romans qui ont une logique complètement autonome et qui ne soient pas la poursuite de l'un par l'autre? Point d'interrogation. Bien, je te remercie pour cette question. Non, l'idée c'était, en fait, c'est juste une contrainte très presque scolaire, hein, voilà, d'avancer comme ça chronologiquement, et donc de dire voilà, je me suis arrêté à 50, je vais aller à 70. Après évidemment, il fallait, c'est la nécessité de changer d'approche, et donc de pas... dans Cosmos, je prends les personnages du Magicien d'Oz, c'est-à-dire que je travaille avec une matière qui est préexistante. Alors c'est des personnages un peu particuliers, puisqu'ils sont pas réels, ils sont déjà, ils existent avant. Donc le travail consiste à les rendre de plus en plus humains, à les déployer et arriver à les incruster comme ça dans une pseudo-fresque. Là, je voulais complètement changer de système, et où s'il y avait un seul fil rouge à la limite, c'était celui du LSD, mais de façon intermittente, et pas pour qu'on... C'était plus, il fallait que ce soit le livre, ce que je dis parfois, c'est comme si le livre prenait lui-même du LSD, une substance en tout cas, qui déforme les choses. Donc l'action, elle est directement sur
sur la façon dont les informations sont données, la façon dont les phrases sont construites, la façon dont justement on change stylistiquement entre toutes les parties. Donc l'intérêt à chaque fois, c'est aussi de trouver le motif, on va dire. Alors, Ose, est-ce que c'est un motif? En tout cas, c'est une configuration qui existe déjà. Le LSD, ça peut être un motif ou la conspiration. Et c'est à lui de donner à l'écrivain un petit peu la construction du livre. Mais si je te demande ça, excuse-moi, c'est parce que j'ai l'impression, c'est vers ça que je voulais te faire tendre de manière très malhabile, que dans les 3 personnages, on va dire, principaux du livre, il y en a au moins 2 qui relèvent, alors peut-être pas évidemment d'un corpus aussi identifiable que le magicien d'Oz, mais qui relèvent quand même qui sont plutôt des figures, en tout cas, de la culture contemporaine, c'est-à-dire évidemment cette femme manipulée, enfin dans une certaine mesure, c'est plus complexe que ça, manipulée par cet agent de la CIA, dont on a l'impression aussi que c'est une figure sortie tout droit de romans, de films qu'on a lus et que toi après tu viens malaxer, travailler et détourner à ta manière. Et donc finalement j'avais l'impression que s'opérait une forme de distribution, je disais tout à l'heure, assez similaire, à savoir que tu prenais comme ça des figures référentes de la culture commune, et vraiment la plus commune, pop, appelons ça comme ça, pour raconter ton histoire. Alors c'est pas du tout vrai avec ce garçon, ce personnage d'idiot, hein, en tout cas, oui, d'idiot illuminé. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure parce que je crois qu'il faudra que je pose d'autres questions. Qui lui me paraît plus étrange, si tu veux, dans la culture contemporaine. mais parce qu'en fait, comme je m'adresse à lui, c'est un peu difficile de tourner le... Il faudrait que les gens se déplacent entre vous. En fait. Oui, c'est ça. Donc tu vois ce que je veux dire, je trouve qu'il y a quand même... C'est que moi, en tout cas, a posteriori, je m'aperçois qu'en fait, il y a même si j'ai voulu changer des choses de système ou d'écriture, il y a des liens qui se font et où peut-être les personnages de tous les diamants du ciel sont quelque part des héritiers d'une figure qui s'est mise en place, dans la mesure où voilà, on peut dire que Wan Croy, l'agent de la CIA qui manipule tout le monde, est une forme de magicien. D'ailleurs, dans une première version du texte, j'en avais fait un type qui était également magicien. Et voilà, donc c'est quand même, je pense, une figure qui traverse un petit peu, pas mal de mes livres. Et peut-être que ce personnage d'Antoine, que tu... Ils n'entendent pas là-bas. Alors. Et que le personnage d'Antoine, donc qui est, comme tu dis, un idiot, mais ça je trouve ça hyper méchant, Mathieu on en reparlera. Non, pas du tout. Attends, tu sais comme moi que la figure de l'idiot en littérature, elle a une ascendance plus que prestigieuse et que c'est une figure passionnante. Là qui est plus fondée, on va dire, sur... c'est pas un idiot au sens crétin. De saint qui n'arrive pas à être saint. Et c'est ce que j'entends par idiot. Tout le livre fonctionne. Voilà. Un saint, c'est un crétin, pour Mathieu, vous l'avez bien compris. Non, j'ai bien dit, j'entends idiot pas au sens de crétin, mais plutôt dans cette espèce de naïveté qui tend à une sainteté, si tu veux, laïque, mais là en l'occurrence pas tellement. Pas tellement. Et voilà. Donc non, voilà, c'est plus une personnage de saint qui serait calqué, on va dire, ou démarqué ou projeté par le Saint-Antoine de Flaubert. Et à la fois, pour moi, il est relié au précédent livre parce qu'il est, on terminait avec des personnages qui étaient dans un asile psychiatrique, c'était la guerre, ils sont affamés, ils vivent une expérience qui peut être proche de ce qu'a vécu un écrivain comme Artaud. Et lui aussi va avoir un rapport avec l'hôpital psychiatrique, avec aussi des visions, des hallucinations. Donc je pense qu'il y a une continuation. C'est la figure qui se transforme, mais qui est finalement le type qui est paumé dans un asile, qui ne sait pas où il est, et qui ne sait pas si ce qu'il voit est réel, devient au bout d'un moment une métaphore simplement de l'individu qui n'arrive pas à traiter les informations qu'on lui donne ou à essayer de deviner les informations qu'on lui cache. Un peu un idiot, au sens noble. Je l'entendais bien comme ça. Mathias, une autre question pour Claro? Oui, il y a dans le livre 19, qui est un magnifique livre de Claro publié chez Vertical il y a quelques années, qui est un projet assez fou justement de réécriture du 19e siècle, en passant par beaucoup de types d'écriture précisément, où là c'est vraiment
la diversité de la langue qui réinvente l'histoire, quoi. C'est un peu du sur-Michelet, tu refais du 19e siècle, mais par l'écriture. Qu'est-ce qui fait que cette tentation d'adapter la langue au moment temporel, elle disparaît un peu dans Cosmos et surtout dans tous les diamants du ciel, où là, finalement, on a l'impression que c'est plus tellement l'état même de la langue à l'époque qui t'intéresse. Tu n'as pas plus cette archéologie que tu avais avec le 19e. La différence, c'était que livre 19, qui est actuellement en pile, en 3 exemplaires, vous pouvez acquérir. 7 exemplaires. 7 exemplaires. Une faculté de retour, de toute façon, c'est pas grave. C'était vraiment un livre où je voulais faire comme si le siècle parlait lui-même. Donc il parlait à travers ses formes, son style, haut, bas, bref. Larousse, voilà, avec d'autres voix. Enfin, c'était un livre où il n'y avait pas de personnage. Le seul locuteur, c'était le 19e dans sa pluralité de formes. Avec celui-là, c'était plus compliqué, mais j'ai quand même essayé de faire des changements d'écriture, mais qui sont plus par rapport à des héritages littéraires peut-être que des périodes. C'est-à-dire que l'écriture dans le premier chapitre, où on est en France dans les années 50, elle est quand même écrite de façon beaucoup plus, on va dire, rigide ou articulée. Par exemple, que le chapitre qui se passe à New York en 1950, où là on est plus dans une mythologie, on va dire Burroughs, Ginsberg. Et voilà, donc c'était aussi d'inventer des vitesses différentes d'écriture, et pour pouvoir arriver, parce qu'en fait dans le livre il y a un saut, on passe des années 50 dans ces deux pays, France, enfin Pont-Saint-Esprit et New York, et on passe tout d'un coup à Paris 69. Et donc il fallait préparer aussi par deux écritures différentes, l'écriture de Paris 69, où voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'écrire finalement sur Paris en 69, voilà. Si on dit le 19e, on a une vague idée qu'on peut imiter un style. Si on dit Paris 69, il n'y a pas une écriture forcément, à part dire vaguement pop ou quoi que ce soit, mais qui ne rend pas compte de toute façon de la société. Donc là, c'était vraiment d'imaginer une rythmique différente, quelque chose de plus musical, pour faire entrer dans cette époque, voilà, qu'on sente le basculement entre les années 50 et 69.